Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live de Graines de photographe. Donc je vais juste attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte. Ouais, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Ouais, je vois que ça commence à arriver. Ouais, parfait. Donc bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Donc le temps que tout le monde arrive, on va juste attendre quelques petites minutes. Si vous pouvez juste me dire ceux qui sont là, bonjour à ceux que je reconnais. Vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien. Moi de mon côté j'ai l'impression que la connexion est bonne, mais n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Voilà, on va juste laisser à tout le monde le temps d'arriver. Voilà, je pense que ça se connecte, c'est bien. Parfait. Eh bien écoutez, il y a déjà pas mal de monde, donc on va commencer de suite. Allez, bienvenue à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live de Graines de photographe. Donc on est vraiment ravis de vous retrouver, ça faisait un petit moment qu'on vous avait rien proposé. Et voilà, vous nous manquiez, on s'est dit qu'on allait vous proposer cette nouvelle thématique sur la photo de pose longue. Donc bon, il y a pas mal, je pense, de gens qui connaissent déjà, mais juste pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, on va être ensemble pour 45 minutes à peu près. Voilà, ça sera un échange. Bon, c'est moi qui vais parler ce soir, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou à les mettre directement aussi dans la boîte à questions que vous avez à votre disposition. Vous avez un petit point d'interrogation en bas de l'écran et en fait vous pouvez poser directement votre question et pour moi je peux les retrouver beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous disais, on va être ensemble 45 minutes pour vous parler de la photographie de pose longue. Cette vidéo sera disponible après en replay sur IGTV et vous pouvez aussi retrouver toutes les anciennes webconférences, les anciens lives de mes autres collègues de chez Graines qui sont tous disponibles. Donc avant de vous parler de la pose longue en photographie, ce qui va être la thématique ce soir, je vais quand même vous dire deux mots sur moi parce que tout le monde ne me connaît pas, donc voilà. Moi je m'appelle Mickaël Portillo, je suis photographe professionnel et je suis membre de l'équipe de Graines de photographe depuis maintenant 3 ans. Et j'ai deux domaines en fait dans mon activité. J'ai une première partie qui est dédiée, bonsoir, je reconnais plein, bonjour à tout le monde. Une première activité qui est dédiée à l'entreprise, donc tout le monde du corporate, et une seconde activité qui est dédiée donc à la photographie de paysage, la photographie de voyage qui est mon cœur métier en fait, ma spécialité. Et aussi moi ce qui me passionne le plus dans la photographie. Et donc c'est ça qui m'emmène souvent à utiliser la technique de la pose longue, ce dont je vais vous présenter ce soir. Et c'est un peu dans ce cadre-là en fait que je vais vous la présenter, vraiment orientée autour de la photographie de paysage. Donc le but aussi c'est de vous permettre un petit peu de voyager ce soir, en cette période un peu de confinement. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur moi. Je vais vous montrer du coup maintenant ce dont on va parler ce soir. Voilà un petit sommaire rapide. Donc d'abord je vais commencer par vous présenter un petit peu ce qu'est la pose longue parce que tout le monde ne connaît pas forcément cette technique, même cette discipline de la photo qui est un petit peu particulière. On va vous présenter ce qu'elle est, vous donner 2-3 petits conseils un peu techniques pour bien comprendre ce qu'est la pose longue. Et ensuite, ce qu'on va vraiment faire aujourd'hui, c'est que je vais vous détailler un petit peu, vous présenter tous les cas de figure dans lesquels on peut utiliser la pose longue. Et on verra dans quelle situation, pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Vraiment essayer de vous donner des tips un peu concrets pour que vous puissiez l'appliquer vous dans vos propres images et voir comment vous améliorer dans cette discipline-là. On fera aussi un petit focus sur le matériel parce que, on va le voir, la pose longue c'est particulier et ça demande un matériel lui aussi particulier. Donc on verra qu'est-ce qu'il faut pour faire la photographie de pose longue et comment est-ce qu'on s'en sert, à quoi est-ce que c'est utile. Et puis je terminerai par vous proposer quelques solutions pour aller encore plus loin si cette discipline vous intéresse et que vous avez appris des choses ce soir et que vous avez envie de progresser. Voilà quelques formations possibles que je propose, que Graines de photographe propose pour aller un petit peu plus loin dans cette discipline. Voilà le programme pour ce soir. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'essaierai d'y répondre en direct et si vraiment je ne peux pas, je prendrai le temps à la fin de répondre à chacune des questions que vous m'aurez posées. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la présentation de ce qu'est la pose longue. Je ne sais pas si vous en faites déjà. Pour bien comprendre la pose longue, il faut déjà bien comprendre un petit peu la base de la photographie. Donc je vais essayer de vous résumer vraiment de manière très simple comment ça fonctionne la photographie pour comprendre un petit peu comment fonctionne la pose longue en elle-même. Ce qu'il faut savoir en photo, c'est que c'est vraiment de la lumière en fait. C'est la lumière qui rentre dans l'objectif de votre appareil et qui vient ensuite s'enregistrer au niveau du capteur de votre appareil photo pour produire une photo. Ça, c'est vraiment le schéma simplifié qu'il faut comprendre. Et
il existe une pièce qui se situe au niveau de votre boîtier qui est un obturateur. Voilà. C'est un terme un peu barbare, mais je vais vous montrer une image d'un obturateur, comme ça vous comprendrez mieux. C'est en fait une sorte de rideau, tout simplement. Voilà, un obturateur, c'est ça. C'est une sorte de rideau en fait qui va s'ouvrir ou se fermer pour laisser passer la lumière. Voilà. Et donc, au moment donné, quand on va déclencher pour prendre une photo, l'obturateur va s'ouvrir et va rester ouvert un certain temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle le temps de pause, ou encore un synonyme, la vitesse d'obturation. Combien de temps l'obturateur reste ouvert, ou au bout de combien de temps est-ce qu'il se referme. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle le temps de pause. Et donc ce temps de pause, il peut être soit rapide, par exemple 1 millième de seconde, c'est-à-dire que vous déclenchez, l'obturateur s'ouvre et il se referme au bout d'1 millième de seconde. Donc là, on a un temps de pause qui est très rapide. Ça va avoir pour effet de figer le mouvement. Mais je peux aussi avoir un temps de pause qui va être plus long. Et donc, c'est ce qu'on appelle la photographie en pause longue. C'est-à-dire que mon obturateur va rester ouvert longtemps. Alors, on va voir juste après ce que ça veut dire longtemps. Mais voilà, le principe de la pause longue, c'est ça. C'est je laisse ouvert mon obturateur longtemps et ça va avoir un impact après sur le rendu de mon image. Donc, si, juste pour détailler un petit peu, pour vous donner un petit exemple, si je fais une photo avec un temps de pause qui est rapide, par exemple 1 millième de seconde, et bien voilà le type d'image que ça va pouvoir produire. Je vais avoir une image dont le mouvement est figé. Donc là, j'ai un temps de pause qui est rapide. Alors je vois déjà une première question sur le mode B, ça je vais en parler juste après, c'est effectivement le mode bulbe, je le dirai juste après, donc ça répondra à la question, mais une question très intéressante. Juste voilà, donc juste pour vraiment poser les bases, après on va vraiment rentrer un peu plus dans le technique, mais donc un temps de pause qui est rapide, voilà, ça va figer le mouvement, comme sur cette photo à 1 millième de seconde. Si au contraire, je prends un temps de pause qui est lent, alors lent, encore une fois on va voir, mais là je vais vous montrer un exemple de quelques secondes, ici de 30 secondes, eh bien ça va avoir pour effet en fait de retranscrire le mouvement sur la photo, le mouvement ici du manège qui tourne pendant 30 secondes, la photo est prise et donc on a ce mouvement qui s'inscrit. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre au niveau de la pause longue. J'ai soit une vitesse rapide, soit une vitesse lente, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà pour la définition, et en fait, quel est l'objectif pour la pause longue? Parce que vous allez me dire, ok c'est bien tout ça, on peut utiliser la pause longue, mais quel est l'objectif? Eh bien en fait, je vais avoir deux objectifs principaux quand je fais la pratique de la pause longue. Un objectif qui peut être technique et un objectif qui peut être créatif. L'objectif technique de l'utilisation de la pause longue, c'est de faire rentrer de la lumière dans l'appareil. Voilà, ça c'est vraiment la fonction première. Quand j'ouvre mon obturateur, c'est pour laisser rentrer de la lumière au niveau du capteur. Plus je vais l'ouvrir longtemps, plus je vais laisser un temps de pause qui va être long, et plus la lumière va pouvoir pénétrer dans l'appareil et venir s'enregistrer sur le capteur. Donc si je suis dans une scène, si j'ai une scène qui est un peu sombre, on va voir si je suis en intérieur, s'il n'y a pas beaucoup de lumière ambiante, eh bien ça peut être un objectif d'utiliser une pause longue pour faire rentrer de la lumière. Ça c'est l'objectif, on va dire, technique. Le deuxième objectif pour la pause longue, c'est un objectif qui va être créatif, et on le voit sur l'image que je vous montre là, c'est qu'il va y avoir un rendu particulier sur mon image, et donc dans certains cas de figure, et pour obtenir certaines images, je vais utiliser la pause longue, pour avoir des rendus particuliers au niveau créatif. Donc ce sont vraiment les deux objectifs, à la fois technique et créatif. Des fois on va utiliser la pause longue pour répondre qu'à un seul de ces objectifs-là, et puis des fois on va utiliser pour répondre aux deux. Si par exemple je n'ai pas beaucoup de lumière et que je veux en même temps un rendu particulier, eh bien je vais utiliser la pause longue pour faire entrer la lumière et créer donc ce rendu particulier. Voilà pour quelques petites bases un peu sur la pause longue. Maintenant vous allez me dire, ok, la pause longue, j'ai compris, c'est l'obturateur qui reste ouvert longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire longtemps? Vous savez, parce que longtemps, est-ce que c'est une seconde? Est-ce que c'est une minute? Est-ce que c'est un jour? Eh bien, je vais vous donner quelques petites indications en termes d'échelle, parce qu'on va voir que ça va dépendre en fait. Mais globalement, la pause longue, ça va commencer, on va dire à peu près autour de la seconde, lorsqu'on va se consacrer sur le plan technique. C'est-à-dire qu'au niveau technique, dès que je vais faire une photo d'une seconde, eh bien, par rapport à la rentrée en quantité de lumière, eh bien, ça va commencer déjà à être très important. Voilà un exemple d'une photo que j'ai prise dans mon jardin en pleine journée, avec une pause d'une seconde. Eh bien, on se rend compte qu'on a déjà une quantité de lumière qui est très importante, qui est même trop importante, et donc je me retrouve en surexposition. Donc sur le plan technique, dès qu'on va approcher la seconde, même un peu en dessous, on va déjà se retrouver dans un temps de pause qui est long. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le distinguo entre ce qui, moi,
me semble être long ou être court, parce qu'une seconde, à notre échelle, c'est vraiment très rapide. J'ai à peine eu le temps de dire une seconde que la seconde est déjà passée. Mais pour l'appareil photo et pour la lumière qui rentre dans l'appareil, c'est déjà très long. Donc ça, c'est pour le plan technique. Dites-vous que dès que vous allez commencer à prendre autour de la seconde, vous serez en pause longue. Par contre, sur le plan créatif, eh bien, ça va dépendre en fait du sujet que vous voulez photographier. Parce que, si imaginons, je me mets à une seconde, ce qui est une pause lente. Si je me mets à une seconde de temps de pause pour prendre par exemple une voiture de Formule 1, effectivement, je vais avoir l'effet du mouvement qui va s'enregistrer parce que la Formule 1 va tellement vite qu'avec une seconde de temps de pause, j'ai pas le temps de figer son mouvement. Par contre, si je photographie un escargot avec une seconde de temps de pause, eh bien là, le mouvement du sujet sera tellement faible qu'avec une seconde, j'aurai rien figé, rien enregistré comme mouvement. Donc, au niveau créatif, le temps de pause à définir en fonction du rendu que vous voulez et de la vitesse de votre sujet. Ça, on y reviendra juste après, mais voilà, c'est la petite différence. Ça va demander un petit peu d'expérience par rapport au côté plus technique. Et donc, je vous ai montré déjà une photo avec une seconde. Et donc, vous allez me dire, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on est limité à 2 secondes? Est-ce qu'on est limité à 1 minute? Eh bien, en fait, non. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser ouvert votre obturateur aussi longtemps que vous le voudrez, tant que vous aurez la capacité à gérer l'exposition. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il n'y a pas de limite. Et je vais vous montrer la photo qui détient aujourd'hui le record de l'exposition la plus longue au monde. Donc, je vous laisse déjà faire vos petits pronostics là, le temps que je cherche la photo, savoir si c'est 1 minute, 1 heure ou plus. Voilà, le record, il est là. Ça, c'est la photo qui a le record du temps de pause le plus long au monde. Donc, cette photo a été prise pendant 8 ans. Donc, pas pendant une journée, pas pendant une semaine, pas pendant des mois, pendant 8 ans. C'est un truc assez fou quand même. Juste pour expliquer, c'est parti en fait d'une étudiante britannique qui faisait des études de photographie et qui avait accès en fait à un laboratoire dans lequel il y avait un télescope. Et donc elle avait elle avait mis en place un système de photographie sur le télescope. Et en fait après elle l'a complètement oublié et le truc a tourné pendant 8 ans. Et voilà, il a été découvert que 8 ans plus tard. Et donc cette photo a été prise pendant 8 ans. Et donc ce que vous voyez sur la photo, ces sortes d'arcs en fait, eh bien ce sont les 2592 arcs solaires qui représentent donc les 8 ans x 365. Et en fait c'est tout simplement le cheminement du soleil pendant 8 ans. Donc on a le lever, puis le soleil qui monte et qui se couche après, et ça pendant 8 ans. Donc on a 2592 fois ce phénomène qui a été enregistré sur la photo. Donc, pas spécialement dire que c'est une photo qui soit belle ou très réussie, mais la prouesse technique déjà est quand même assez incroyable. Donc voilà, vous n'avez pas de limite, il n'y a pas de limite en pause longue, vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez. Si vous avez envie de battre le record, allez-y, il faudra juste bien penser à votre système et il va falloir un peu de patience, mais voilà, c'est complètement possible, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, pour résumer, pause longue, c'est quand mon obturateur reste ouvert assez longtemps, à partir d'une seconde, et jusqu'à plusieurs années, si vous en avez la foi. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter la pause longue. Je pense que c'est peut-être un peu plus clair pour vous, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Et maintenant, je vais vous montrer en image dans quel cas de figure est-ce qu'on utilise la pause longue et qu'est-ce que ça peut donner comme effet pour peut-être vous donner des idées pour vos futures photos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer, en fait, puisque je vous disais qu'il y avait 2 objectifs, un technique et un créatif de l'utilisation de la pause longue. Et bien donc on va différencier les cas de figure en fonction de si j'ai un besoin technique ou si j'ai un besoin créatif. Donc on va d'abord commencer par énumérer les différents besoins techniques et voir à quel moment je peux utiliser la pause longue. Et celui qui est peut-être le plus intuitif, c'est quand je me situe en intérieur. Alors je vous le disais, les photos que je vais vous montrer là, ce sont des photos qui sont très orientées photos de paysage, très orientées photos de voyage, parce que moi c'est ce que je fais, c'est mon cœur de métier. Mais, et que ça vous permet de voyager un peu ce soir, mais vous pouvez l'appliquer aussi à votre domaine dans les mêmes cas de figure, c'est ça que je veux dire. Donc là, photo en intérieur, donc ça peut être si vous êtes chez vous, mais également si vous êtes à l'intérieur d'une grotte de glace en Islande, eh bien c'est la même chose. Voilà. Donc là, cas de figure, on est à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière, et donc forcément j'ai besoin d'une pause un peu longue, un peu lente, pour faire entrer de la lumière, pour éclairer l'intérieur de ma scène. Par ici, on était à 0,5 secondes. Donc à chaque fois que vous allez être à l'intérieur, ça pourrait être intéressant d'utiliser de la pause longue. Donc là, j'ai pris cet exemple-là, mais je vais vous en montrer d'autres.
Ça peut être le cas notamment dans une gare, par exemple, comme ici dans la gare de Lisbonne. Mais ça peut aussi être le cas lorsqu'on fait de la photographie urbex, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline, l'urbex. Je vais vous montrer une photo, vous allez mieux comprendre. L'urbex, c'est ça. En fait, c'est l'exploration de lieux abandonnés. Mais, non, Gilles, c'est pas chez moi. Mais tu vas reconnaître cette photo, Gilles, je pense que tu la connais. Voilà, ça c'est une photo, donc ce qu'on appelle urbex, c'est-à-dire l'exploration d'un endroit qui est abandonné. Et donc voilà, tous ces lieux à l'intérieur vont répondre aux mêmes besoins en apport de lumière. Donc là, on n'est pas forcément dans un rendu créatif, parce qu'on voit que tout est parfaitement net. Mais voilà, c'est besoin d'un apport de lumière. Et donc on a un temps de pause qui n'est pas non plus très très long, parce qu'on est autour de la seconde. Voilà, vous avez vu 0,5, 0,8. Pas besoin d'une pause très très longue, mais voilà, suffisamment lente pour nécessiter un trépied notamment. J'y reparlerai tout à l'heure du matériel. Premier cas de figure donc, quand je suis en intérieur, j'ai besoin de lumière, j'utilise une pause lente. L'autre cas de figure, ça va être notamment si je veux photographier des levées ou des couchers de soleil. Pourquoi Là c'est l'exemple d'une photo prise en Finlande, dans le golfe de Botnie. Quand je fais de la photographie de... Ah oui, genre il faut un pied. Juste après, je vais faire vraiment un focus sur le matériel où je reviendrai, mais tu as raison, il faut forcément un pied. Même pour un temps de pause de 0,5 secondes, on a l'impression qu'on peut le faire à main levée et qu'on va être capable d'être parfaitement immobile, mais pas du tout. J'y reviendrai tout à l'heure. On aura forcément ce qu'on appelle du flou de bouger, donc il faut forcément stabiliser l'appareil. Mais je reviendrai sur le matériel juste après. Donc là, lever, coucher de soleil, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans des environnements où j'ai pas beaucoup de lumière. J'ai de la lumière quand même, ce qui fait que je vais pas forcément avoir besoin d'un temps de pause très très long, mais j'en ai pas beaucoup puisque le soleil soit est en train de se coucher, soit va se lever. Donc j'ai forcément besoin d'un temps de pause un peu long. Alors là, je vous montre une photo où il y a un temps de pause de 10 secondes. C'est parce que j'avais un autre besoin en termes créatifs qu'on verra juste après, c'était le fait de lisser l'eau. Donc j'avais un temps de pause qui était un peu long, mais pour des levées, couchers de soleil, on n'est pas forcément obligé d'aller sur des temps de pause aussi lents. Voilà. Ça, c'est vraiment un exemple un peu plus typique. Moi, j'ai pas beaucoup de lumière, il me faut un temps de pause autour de 2 secondes pour avoir suffisamment d'apport de lumière. Donc, avec un autre exemple de photo prise aux Philippines. Donc, pensez-y, lever, coucher de soleil, il vous faudra peut-être un temps de pause un peu long, notamment pour éviter de monter en ISO, c'est-à-dire de monter la sensibilité de votre appareil. Autre exemple, donc toujours avec la même problématique, c'est-à-dire je manque de lumière, donc j'ai besoin de faire un temps de pause un peu lent. C'est tout ce qui va traiter, tout ce qui va être autour des aurores boréales. Alors, je vois une question passer sur les filtres ND, ça c'est pareil, c'est très intéressant. J'en parlerai aussi juste après avec la partie matérielle, avec tout ce qui est les filtres, le trépied, j'en parlerai juste après. Donc voilà, les aurores boréales, pareil. Je vais utiliser la pause longue tout simplement parce que là on est la nuit. Donc jusqu'à maintenant j'étais dans des cas de figure où j'avais pas beaucoup de lumière, là c'est que j'en ai pas du tout. Quasiment pas, sauf quand la lune éclaire pas mal comme sur cette photo. Mais voilà, je suis de la nuit, donc j'ai pas du tout de lumière, donc j'ai vraiment besoin là de faire entrer de la lumière. Et donc il me faut un temps de pause qui là du coup va devenir conséquent. Là par exemple on était sur 25 secondes pour pouvoir suffisamment éclairer les éléments de mon paysage ou de ma scène, ça peut être autre chose. Donc cas de figure, qu'est-ce qui va déterminer par contre dans ce cas de figure là le temps de pause? C'est mon besoin en lumière, mais pas seulement. C'est que ça va aussi dépendre de la vitesse en fait de mon aurore boréale, parce que selon si l'aurore est rapide ou le mouvement de l'aurore est rapide ou lent, eh bien je vais devoir adapter mon temps de pause en conséquence pour pouvoir capturer le mouvement de l'aurore de la meilleure des façons selon sa vitesse. Si l'aurore bouge pas très vite, eh bien je vais pouvoir utiliser un temps de pause plus lent, comme ici par exemple, 20 secondes. Par contre, si l'aurore est plus vive, là, il faudra que j'utilise un temps de pause un peu plus rapide. Je suis obligé d'avoir un temps de pause lent pour faire entrer la lumière, mais quand même un peu plus rapide pour me permettre de capturer un peu mieux le mouvement. Voilà, là, par exemple, c'est l'exemple d'une aurore beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique. Donc là, j'ai utilisé un temps de pause de seulement 8 secondes, alors que tout à l'heure, j'avais un temps de pause de 20 secondes. Voilà. Donc c'est ça, après, la complexité, on va le voir avec les besoins créatifs, c'est à un moment donné, c'est de savoir comment utiliser la pause longue, la bonne vitesse d'obturation, en fonction des besoins techniques et des besoins créatifs. Et ça, c'est forcément l'expérience qui vous permettra de le faire de la meilleure des façons. Donc voilà pour les aurores boréales. Un autre cas de figure qui est assez similaire,
et peut-être vous l'avez deviné, c'est pour faire de l'astrophotographie. Pareil, on est en milieu, on est la nuit, donc besoin d'apport de lumière, donc j'utilise la pose longue. Pourquoi je les ai un peu scindés Comme je les ai un petit peu scindés parce que pour l'astrophotographie, il y a une petite règle qui est importante à avoir en tête, c'est qu'il faut utiliser ce qu'on appelle la règle des 500. Parce qu'en fait, comme la rotation, comme la Terre bouge en fait, eh bien, si j'ai un temps de pause qui est trop lent, eh bien, je vais avoir les étoiles en fait qui vont effectuer un mouvement et qui ne seront pas nettes sur ma photo. Donc si je veux des étoiles parfaitement nettes sur ma photo, eh bien, j'utilise la règle des 500. Alors, c'est un peu mathématique, c'est un peu technique, mais je vous donne le tips, après vous l'utilisez ou pas. Vous divisez 500 par la longueur de votre focale. Si par exemple vous êtes au 20 mm, vous divisez 500 par 20, ça va vous donner 25, le chiffre 25, ce qui veut dire que vous pouvez faire un temps de pause jusqu'à 25 secondes, pas au-delà. Si vous prenez un temps de pause plus lent, eh bien vous allez commencer à avoir le mouvement des étoiles qui va se dessiner sur votre photo, et donc ce ne sera pas aussi esthétique, pas aussi efficace que si vous avez des étoiles parfaitement nettes. Donc c'est comme ça que vous allez déterminer le temps de pause lorsque vous faites de l'astrophotographie en fonction de la focale que vous utilisez. Du coup, plus vous avez une focale qui est courte, c'est-à-dire plus vous avez un grand angle, eh bien plus vous allez pouvoir avoir un temps de pause qui va être lent. Parce que si je divise 500 par un chiffre plus petit, par exemple si je suis au 16 mm au lieu du 20 mm, 500 divisé par 16 va donner environ 31, donc je pourrais avoir un temps de pause encore plus long. Donc pensez-y, quand vous faites de l'astrophotographie, prenez aussi un ultra grand angle pour avoir un temps de pause plus lent. Okay. Et donc si je prends un temps de pause qui dépasse, je vais commencer à avoir le mouvement. Alors si ça dépasse que juste un peu, ça ne va pas être très joli parce que les étoiles vont un peu baver, ça ne sera pas très, très esthétique. Mais par contre, si vous prenez un temps de pause beaucoup plus long, des minutes, voire des heures, vous pouvez quand même avoir un résultat qui peut être intéressant et qui peut vous donner ce type d'image. Voilà. Où je vais vraiment... Alors cette photo n'est pas de moi, hein, je le précise, hein, je rends à César ce qui est à César. Mais voilà, comme je voulais vous montrer ce type de photo, c'est intéressant. Donc là, sur un temps de pause qui est très long, de plusieurs minutes, voire de plusieurs heures, eh bien voilà, j'ai la rotation de la Terre qui se dessine en fait. Donc ça peut aussi faire des rendus sympathiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le voit sur ces deux photos. D'un côté, une photo avec les étoiles bien nettes, avec un temps de pause adapté, et d'un autre côté, avec un temps de pause plus lent, eh bien, le dessin de la rotation de la Terre qui se fait au niveau des étoiles. Et ça vous montre bien, et c'est toujours comme ça en photo, que le choix des paramètres, les réglages ne se font qu'en fonction de ce que je veux faire comme type d'image. Si je veux faire une image avec les étoiles nettes, il me faut tel réglage de vitesse. Si je veux un mouvement circulaire des étoiles, il me faut un autre réglage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. C'est vrai pour la pose longue, mais c'est vrai pour tout ce que vous faites en photographie. Les réglages ne sont que la traduction technique de ce que vous voulez faire au niveau créatif comme image. Donc vous devez toujours avoir en tête qu'est-ce que je veux comme image et quel réglage je fais derrière. C'est la petite parenthèse, mais très important, c'est de l'avoir en tête. Autre cas de figure possible, dans des besoins techniques, on reste toujours un peu dans le même type de photo, c'est la photographie de feux d'artifice. Hop, c'est juste là. Pareil, photographie de feux d'artifice. Là, je ne vais pas forcément utiliser la pose longue pour des besoins en lumière, mais pour un autre besoin technique, c'est pour arriver à capturer différents feux. Parce que là, quand il y a un feu d'artifice, la lumière est tellement intense dans un feu d'artifice que je n'ai pas besoin d'avoir un temps de pause de 30 secondes pour arriver à enregistrer la lumière de ce feu d'artifice. Donc là, c'est un temps de pause de 15 secondes, mais ces 15 secondes-là ne servent juste en fait à enregistrer plusieurs feux. Parce que le petit conseil technique quand je fais des feux d'artifice, c'est de prendre un temps de pause qui est long, de 15, de 20, de 30 secondes, de laisser partir le premier feu, donc l'appareil va enregistrer ce feu, et ensuite en attendant le deuxième feu, eh bien, je place soit ma main, soit un carton, soit quelque chose devant l'appareil pour qu'il arrête d'enregistrer de la lumière inutilement quand il n'y a rien, et quand il y a un deuxième feu qui part, et hop, eh bien, je sors ma main, et comme ça du coup plusieurs feux vont se superposer sur ma photo, et ça va donner des photos plus esthétiques. Donc voilà, feu d'artifice, j'utilise de la pose longue pour avoir cette combinaison de feux sur la photo et pas forcément pour arriver à capturer la lumière en elle-même, parce qu'elle est tellement vive, c'est tellement puissant comme lumière que je n'ai pas besoin d'un temps de pause qui soit très très long. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les besoins, on va dire, techniques. Donc globalement, quand j'ai besoin de lumière, donc soit quand je suis de nuit, soit quand je suis dans un environnement un peu, mais pas très lumineux comme à l'intérieur ou autre. Maintenant, on va voir les utilisations de la pose longue qui, pour moi,
sont intéressants, enfin, voire même les plus intéressants, c'est lorsque j'ai des besoins créatifs, lorsque je veux avoir certains rendus sur mon image, que je n'ai pas forcément besoin de lumière. C'est une autre réflexion, et donc c'est tout ce qu'on appelle les besoins créatifs. Et le premier que je voulais vous montrer, c'est quand je veux faire par exemple des filets sur tout ce qui va être haut. Hop, je vais vous montrer une photo, ce sera plus parlant. Voilà, tout ce qui va être cascade, tout ce qui va être vague, voilà, tout ce qui va être autour de l'eau, pour avoir des rendus particuliers sur l'eau, pour lui donner un peu ce côté qu'on appelle un peu sucre, un peu lissé, puisque le mouvement de l'eau va s'enregistrer pendant plusieurs secondes. Donc là, c'est une cascade assez connue en Islande, et donc qui a été prise pendant 13 secondes, et donc ça fait ce rendu assez particulier sur la cascade. Je vais vous montrer d'autres exemples de photos d'eau, cascade, mais ça peut être vrai aussi pour le mouvement des vagues, pour ceux qui habitent en bord de mer par exemple. Donc là, bon, c'est en Islande encore, mais voilà, ça va permettre d'enregistrer le mouvement des vagues et de donner un côté un peu filé, un peu laiteux, un peu assez esthétique, qui peut donner des jolis contrastes. Donc ça marche très bien pour l'eau, pour les cascades, pour les vagues, mais ça marche aussi, alors c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer, ça n'a rien à voir, ça marche aussi très bien pour les nuages. Les nuages, ils sont où? Top, c'est là. Ça marche aussi très bien pour les nuages, parce que les nuages, en fait, tout ce qui va être en mouvement, voilà, va être intéressant lorsque je vais utiliser la pose longue. Alors, je pense que vous l'avez compris, mais je vais quand même bien le préciser, comme ça on sera vraiment clair. Ce qui est très intéressant en pose longue, c'est que du coup, quand je fais une pose longue comme ici de 25 secondes, ce qui est en mouvement, ben, du coup le mouvement va se dessiner, va se retranscrire, mais tous les éléments fixes de mon image vont rester parfaitement immobiles. Okay, donc là, par exemple, j'ai le moulin qui est bien net, j'ai des cactus qui sont bien nets, et donc c'est ce contraste, cette dualité entre les éléments en action et les éléments statiques qui va être intéressant dans la pose longue. Donc voilà, ça marche très bien sur les nuages, comme sur cette photo de Lanzarote. Je vais en montrer une deuxième. Donc ça, pensez-y, on peut même après combiner l'effet sur les nuages évidemment et sur l'eau, c'est ça qui est intéressant. Ici, on a une photo de 30 secondes prise dans les Pyrénées, et je voulais vous en montrer une aussi avec une pause qui est très très longue, enfin qui est très très longue, je ne vais pas aller jusqu'à 8 ans, mais voilà, avec un temps de pause ici. Ça, c'est donc un lac en Slovénie, le lac de Bled, et je voulais absolument qu'il y ait un mouvement sur les nuages pour donner quelque chose d'un peu différent à la photo, un côté un peu plus surnaturel, étonnant. Et donc voilà, j'ai fait un temps de pause de 3 minutes parce que j'avais des nuages qui ne bougeaient pas beaucoup. Donc c'est comme ça aussi qu'on définit le temps de pause. C'est-à-dire que comme là j'avais des nuages qui ne bougeaient pas, qui n'avaient pas un mouvement très important, si je voulais quand même donner cet effet un peu cotonneux aux nuages, eh bien j'étais obligé de prendre un temps de pause très très long. Là vous imaginez, vous avez vu la photo, rappelez-vous la photo de tout à l'heure, avec une seule seconde, comment ça faisait quelque chose de surexposé. Là, commencez déjà à vous poser la question de comment est-ce qu'on peut faire une photo avec 3 minutes de temps de pause sans que tout soit cramé. J'ai vu qu'il y en a qui avaient donné un peu les réponses. Voilà, je vois la photo de la cascade, tu avais mis un filtre. Effectivement, tous ces résultats-là, pour les photos qui sont prises en journée, vont nécessiter des filtres. Mais je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure dans la partie matériel. Autre cas de figure pour avoir des rendus créatifs, ça va être notamment lorsque je vais vouloir photographier les lumières, les raies lumineux. Par exemple, en photo de nuit, en ville. On voit quelques exemples de Lisbonne. Vous savez, c'est très lumineux des voitures, des trams ou tout autre véhicule. Et bien c'est pareil, là on va utiliser une pose longue qui va faire que les parties non éclairées du véhicule ne vont pas apparaître, on va seulement conserver comme ça ces traits lumineux pour donner des compositions assez graphiques, assez esthétiques. Du coup on sort un peu de la photo on va dire illustrative, puisque voilà, on commence à rentrer sur quelque chose de vraiment abstrait, de voir pas très naturel. Donc là on rentre dans une autre typologie de photo avec une autre idée créative, c'est vraiment de donner quelque chose d'un peu différent, de montrer ce mouvement. Donc ça marche évidemment avec les voitures, mais ça peut marcher aussi avec d'autres types de véhicules, comme par exemple avec un tramway. Voilà, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais c'est pareil. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant aussi pour capturer ces mouvements et donner des compositions un peu différentes qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc là aussi, c'est ça un petit peu la complexité lorsque j'utilise la pose longue pour des besoins créatifs, c'est de trouver le bon temps de pause. Quand je l'utilise pour un besoin technique d'apport de lumière, c'est assez facile au final
d'arriver à trouver quel temps de pause j'ai besoin pour avoir la bonne exposition. Des fois, on peut même le voir directement dans son écran, et puis sinon, on va le voir quand je prends la photo, je vois le résultat. Par contre, là, sur un besoin créatif comme ça, c'est assez compliqué parce que tout dépend de la vitesse de mon sujet. Là, c'est un tram qui passait devant. Bien, si le tram il passe à 30 km/h ou à 60 km/h et que je veux ce rendu-là précisément, eh bien, je vais devoir adapter mon temps de pause et c'est pas toujours évident du premier coup. Ça demande quand même beaucoup d'essais pour avoir le rendu qu'on recherche. Les raies lumineux, évidemment, ça peut être utile, on le voit un peu là, mais pour faire des photos un peu graphiques, voilà, si vous aimez les rendus un petit peu abstraits, les choses un peu graphiques, eh bien la pose longue va être très intéressante aussi pour ça, parce que comme elle déstructure tout, elle n'enregistre que le mouvement, eh bien on crée des photos un petit peu originales, comme celle-là, là, c'est une photo d'une roue, d'une fête foraine. Ça peut vraiment créer quelque chose d'assez esthétique, d'assez graphique. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, pareil, ça va nécessiter un temps de pause qui va dépendre du sujet, de sa vitesse. Et ça va être à vous un peu de trouver, par exemple, là, voilà, le pont, le pilier d'un pont avec les nuages qui passent derrière. Donc là, c'était sur un temps de pause, je crois, d'1 minute. Light painting, je vais en parler juste après, mais effectivement, c'est une des applications. Mais je vais en parler juste maintenant. Voilà, tu m'avais devancé. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez faire des compositions un peu graphiques, pensez-y parce que voilà, le mouvement va créer des lignes, va créer des choses des formes un peu particulières. Évidemment, pour ceux qui connaissent, une des autres applications de la photo de pose longue, ça va être ce qu'on appelle le light painting. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le light painting, en fait, c'est cette technique qui permet en fait de dessiner sur une photo avec de la lumière. Voilà. Donc là, il y a une photo qui est prise d'un pont et avec de la lumière, je rajoute, je dessine, j'écris un chiffre, j'écris un mot, j'écris ce que je veux. Alors, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? Bien, tout simplement, je fais un temps de pause qui est long, par exemple ici 30 secondes, et en fait, je vais orienter une source de lumière face à la caméra, face à l'objectif, et donc je vais dessiner le motif que je veux pour avoir un mot ou pour avoir ce que je veux. Et donc, comme moi, je ne suis pas suffisamment éclairé, je n'envoie pas suffisamment de lumière, la lumière ne se réfléchit pas assez sur l'appareil, et donc moi je ne vais pas apparaître sur la photo, et seulement la lumière qui va se dessiner va apparaître, donc ça peut faire des créations un peu originales. Là effectivement, c'est un peu entre deux, je ne savais pas trop où classer light painting parce que j'ai besoin d'un temps de pause qui est lent pour un besoin technique qui est quand même que j'ai besoin de lumière, mais là c'est un cas particulier parce que je suis la nuit. Si je suis en journée, je n'aurai pas besoin de lumière. Mais par contre, le vrai temps de pause, j'en ai besoin pour avoir le temps de dessiner le mot. Donc c'est plus pour un besoin créatif, pas tellement pour le besoin de lumière. Mais si je fais un temps de pause d'une seconde, écrire un mot entier, c'est un peu compliqué. Je vois une photo écrite à l'envers ou photo retournée. Il y a deux écoles, il y a ceux qui écrivent à l'envers ou alors il y a ceux qui se tournent face à la caméra et avec la source de lumière orientée et qui écrivent dans le bon sens. Il y a deux écoles. Ça demande un peu de pratique et c'est un peu pareil. C'est un peu pareil que les autres types de photos. On n'y arrive pas du premier coup. Alors je vais vous en montrer une autre en light painting. Donc ça c'est un truc qui est pas mal. Après il faut aimer ce style d'image, on peut faire plein de choses avec. Je ne suis pas un grand adepte du light painting, mais voilà, on peut faire des trucs intéressants. Au-delà d'écrire un mot, voilà, on peut entourer, enfin on peut faire apparaître plein de choses. Évidemment ce qui est intéressant après c'est de faire varier les sources lumineuses, les couleurs, et on peut créer tout un tas de trucs et voilà, c'est assez ludique. Voilà, c'est assez ludique. Après avoir un univers uniquement dédié au light painting, il faut aimer ça, il y en a qui font de très bonnes choses. C'est un peu moins mon truc, mais pareil, pour faire du light painting, il faut de la pose longue. Et un dernier cas de figure que je voulais vous montrer, qui est intéressant, qui peut être plus sous forme de tips, sous forme de conseils, c'est pour jouer, on va dire, avec les touristes. Enfin, avec les touristes ou avec les passants. Voilà, ça va être intéressant. Ce type d'image pris à Central Station à New York, voilà, où je prends un temps de pause qui est lent, qui n'est pas très long, 6 secondes, ce qui fait que pour ce type de photo, il faut un temps de pause pas très lent non plus parce qu'il faut que ça soit suffisamment lent pour que le mouvement des passants qui bougent s'inscrive, mais pas trop lent, sinon il disparaîtrait complètement de l'image. Et il faut un temps de pause pas trop lent non plus pour que les gens qui sont immobiles restent bien immobiles et n'apparaissent pas flous. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi en jouant avec les touristes.
mais c'est pas vraiment ça le conseil que je voulais vous donner. C'est plutôt que si vous recherchez par exemple à prendre une photo du Louvre, on va prendre une photo de la Tour Eiffel sans personne. Alors en ce moment c'est possible, mais c'est un peu particulier. Sinon, il y aura toujours quelqu'un pour passer devant. Et donc vous pouvez utiliser la technique de la pose longue pour tout simplement faire disparaître les gens qui passent devant. Alors comment ça marche? Est-ce que c'est de la magie? C'est un peu de la magie. Voilà une photo du musée Guggenheim à Bilbao, donc, qui a été prise au lever du soleil, donc il n'y avait pas grand monde, mais je vous confirme qu'il y a des gens qui sont passés en fait devant l'appareil quand j'ai pris ma photo. Et bien du coup, en faisant un temps de pause de 30 secondes, vu que les personnes ne passent que des fractions de secondes devant l'appareil, eh bien ils ne réfléchissent pas assez de lumière sur l'appareil qui donc ne les enregistre pas. Et donc les passants n'apparaissent pas du tout. Ça paraît bizarre, mais si vous ne l'avez jamais fait, essayez, prenez une photo de 30 secondes avec un temps de pause de 30 secondes et essayez de passer devant votre appareil une fraction de seconde, eh bien vous verrez que vous n'apparaîtrez pas du tout sur la photo. Donc ça peut être une technique pour photographier quand la vie aura repris sa normalité, pour photographier le Louvre sans personne devant, la Tour Eiffel, pareil. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous montrer en termes de cas de figure. Donc vous avez vu que c'est quand même assez large, hein, c'est une discipline, c'est pour ça que c'est une discipline qui est très utilisée en photographie, parce qu'elle permet de faire des styles de photos complètement différents, elle permet de faire de l'urbain, elle permet de faire du paysage, elle permet de faire tout un tas de choses, avec des rendus un peu différents que des temps de pause plus traditionnels ou plus courts. Donc vous avez de quoi vous amuser, et maintenant je vais vous montrer en fait comment faire, quel matériel utiliser pour arriver à ces rendus-là. Et bien vous allez voir qu'il faut quand même un petit peu de matériel. Alors, il ne faut pas des tonnes de choses, il n'y a pas besoin de mettre 2000 € de matériel pour faire la pose longue, mais voilà, il y a un petit peu d'investissement par rapport à d'autres disciplines photo, il faut le savoir. La première des choses à voir, c'est un appareil photo. Bon, ça paraît un peu débile, mais un appareil photo qui surtout vous permette de paramétrer, de régler la vitesse d'obturation, c'est-à-dire le temps de pause, combien de temps votre obturateur va rester ouvert. Et donc pour ça, il vous faut un réflexe, un hybride, un bridge, un compact expert, qui vous permettent, grâce à la petite molette de sélection du mode de prise de vue, de pouvoir soit vous mettre en mode priorité vitesse, qui vous permet de gérer la vitesse d'obturation, ou alors de vous mettre en mode manuel pour gérer tous les paramètres comme vous le voulez, et notamment la vitesse d'obturation. Donc ça, il faut que vous ayez un appareil qui vous permette d'avoir la main là-dessus. On va dire que tous les appareils maintenant de type réflexe, hybride, tous ces appareils-là vous permettent de le faire et vous permettent d'être en totale maîtrise par rapport à ça. Mais du coup, ça va vous demander aussi de sortir du mode automatique, parce que quand vous allez utiliser le mode automatique, eh bien, c'est l'appareil qui va choisir la vitesse pour vous, et ce ne sera pas forcément la vitesse qu'il vous faut pour avoir le rendu que vous voulez. Voilà. Donc ça va vous demander aussi d'avoir le bon matériel et de sortir du mode automatique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va vous falloir un accessoire qui est indispensable. Il y en a qui l'ont évoqué, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est lui qui supporte, c'est lui qui tient mon appareil, là, mon téléphone, c'est un trépied. Vous avez compris, quand on prend des photos en pause longue, de plusieurs secondes, évidemment, voire de plusieurs minutes, eh bien, impossible d'être parfaitement stable. Et donc, si vous tenez l'appareil à main nue, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle du flou de bouger, parce que vous allez avoir des tremblements qui vont se répercuter dans l'appareil et vont faire que vos images vont être floues. Donc, il faut obligatoirement stabiliser votre appareil. Alors, idéalement avec un trépied, parce que vous allez avoir la maîtrise de votre appareil, de la composition, etc. Alors Marie, je vois que vous me demandez si j'organise des stages. Oui, beaucoup, et des stages notamment sur la pause longue aussi, mais j'y reviendrai juste à la fin du live, où je vous expliquerai tout ce qui est possible de faire, notamment pour la pause longue. Donc je reviens au matériel, un trépied indispensable. Après, vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez poser votre appareil sur un mur, vous pouvez le poser sur une table, mais c'est quand même moins pratique. Si vous voulez photographier un paysage ou une grotte de glace, par exemple, vous ne pouvez pas emmener votre table à l'intérieur de la grotte de glace. Donc, investissement dans un trépied, c'est un accessoire qui ne coûte pas très cher, il y en a à tous les prix. Mais voilà, pour une centaine d'euros, on peut déjà avoir un trépied qui est vraiment de qualité et qui va permettre de stabiliser correctement son appareil. Autre accessoire assez utile, qui n'est pas indispensable, celui-là, autant le trépied pour moi je le considère comme indispensable, autant celui-là pas forcément, c'est une télécommande. Voilà, une télécommande, elle peut être filaire ou non filaire, au choix. En fait, la télécommande, elle va permettre de déclencher l'appareil, de déclencher les photos, sans avoir à appuyer sur l'appareil et donc à risquer de donner du mouvement à l'appareil et donc de créer des photos floues.
Donc avec la télécommande, je peux déclencher sans risque. Si j'en ai pas, autre option, un peu plus système D, mais qui marche très bien aussi, c'est d'utiliser le déclencheur de l'appareil, qui fait que je vais déclencher. Ensuite, il va y avoir 2, 5, 10 secondes, comme je veux, qui vont séparer le moment où ça va se déclencher pour que l'appareil se restabilise. Voilà un autre accessoire qui est intéressant. Important de bien charger les batteries, parce que la pose longue, eh bien, vous l'avez compris, c'est forcément pour l'appareil, prendre une photo pendant 30 secondes, eh bien, ça va être beaucoup plus gourmand en énergie que prendre une photo d'1 millième de seconde ou de 4 millièmes de seconde. Donc les batteries vont s'user beaucoup plus vite. Donc pensez bien, quand vous partez faire vos sorties de pose longue, à avoir des batteries bien chargées. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit en termes de matériel? Oui, voilà, on y vient. Matériel que vous ne connaissez pas forcément et qui est indispensable en photo, c'est l'utilisation de filtres. Alors vous allez me dire, que c'est quoi des filtres? Eh bien, il existe de grandes variétés. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grandes catégories de filtres. On a ce qu'on appelle les filtres circulaires. Comme son nom l'indique, ce sont des cercles, ce sont des ronds. Ce sont en fait des filtres qui vont venir se visser. Voilà, il y a une partie vissante qui vont venir se visser directement sur l'objectif de l'appareil photo. Voilà, ici, sur mon objectif, je viens visser mon filtre. Ça, ce sont les filtres circulaires. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un filtre ND pour Neutral Density, c'est-à-dire qu'ils vont être opaques, c'est-à-dire qu'ils vont atténuer la quantité de lumière qui va rentrer dans mon appareil. On le voit, vous voyez, vous ne pouvez même pas me voir à travers. Eh bien, c'est-à-dire que voilà, la quantité de lumière qui rentre à travers ces filtres ND va être considérablement atténuée et c'est ce qui va me permettre de faire des poses longues en pleine journée, comme les photos que je vous ai montrées, pour éviter la surexposition de la première photo de mon jardin que je vous avais montrée. Voilà, je mets ce filtre devant, j'ai besoin d'une pose longue, donc j'ai beaucoup de quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. Pour contrer ça, eh bien, je mets un filtre devant mon objectif pour atténuer cette lumière. Donc des filtres ND comme ça, il en existe de différentes densités. Il y a des plus ou moins forts. Je vais vous montrer un petit tableau pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc les filtres ND, si vous êtes intéressé par en acheter, ils vont toujours avoir un petit numéro derrière. Vous allez voir, il y a des filtres ND4, ND16, ND400. Donc voilà, il en existe de différentes tailles. Eh bien, tout va dépendre, ça va être en fonction de la quantité de lumière que ce filtre va absorber. Si vous achetez un filtre ND2, eh bien, il n'y aura que 50% de la lumière qui va passer dans votre objectif et qui va venir sur le capteur. Celui que je vous ai montré, celui-là, c'est un ND1000. Donc vous le voyez sur le tableau. Celui-là, c'est un ND1000. Donc ça veut dire que j'ai seulement 0,1% de la lumière qui va arriver sur mon capteur lorsque je mets un filtre comme ça devant mon objectif. Donc ça va me permettre de faire des temps de pause de 30 secondes, voire même au-delà, en pleine journée, en plein soleil. Voilà, ça a vraiment le rôle d'atténuer la quantité de lumière qui rentre dans mon appareil. Filtre ND, donc ça c'est, on va dire, si vous voulez faire de la pose longue de nuit, vous n'avez pas besoin, parce que c'est l'inverse. Vous êtes de nuit, il n'y a pas de lumière, vous recherchez de la lumière, donc vous faites un temps de pause qui est long. Par contre, si vous voulez le faire de jour pour avoir des rendus créatifs sur l'eau, comme les cascades que j'ai fait en pleine journée ou les nuages, etc. Donc là, l'utilisation de la pose longue est impactée par mon besoin créatif, mais du coup, je risque d'avoir de la surexposition parce que j'ai trop de lumière, et donc là, j'utilise un filtre. Donc ça, ce sont les filtres ND. Et donc, soit vous pouvez les avoir en circulaire, comme ça, que vous vissez directement sur votre objectif, soit alors il existe un autre système qui est très bien. Les fils circulaires sont bien aussi, mais ce système est très bien. C'est ce qu'on appelle un système de filtre carré avec porte-filtre. Voilà, ça c'est un porte-filtre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, comme pour un filtre circulaire, en fait, mon porte-filtre, comme ça, va venir se visser sur mon appareil. Voilà, il y a un pas de vis, et donc il se visse comme ça au niveau de mon appareil. Voilà, donc là j'ai mon porte-filtre, et ensuite je vais venir, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici il y a des glissières, je vais venir y insérer des filtres qui ont la forme carrée à l'intérieur de mon porte-filtre. Donc voilà, ici j'ai encore un filtre ND, comme ceux que je viens de vous montrer, exactement le même que celui que je vous ai montré en circulaire, sauf que là il est carré, et il va pouvoir s'insérer à l'intérieur de mon système de porte-filtre. Voilà, je le fais glisser, c'est assez facile, assez intuitif. Et donc, je me retrouve avec
mon filtre comme ça inséré dans la glissière. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de ce système qui paraît de premier abord un peu plus complexe que le circulaire? Eh bien tout simplement parce que je vais pouvoir cumuler différents types de filtres, insérer différents types de filtres dans mes glissières pour les combiner. Ici j'ai inséré un filtre donc ND qui donc atténue la quantité de lumière, mais je peux aussi intégrer en même temps un filtre qu'on appelle dégradé. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. C'est un filtre qui est divisé en deux, où sur le haut du filtre, j'ai une partie qui va atténuer la quantité de lumière, comme sur le filtre ND, mais par contre, le bas du filtre, lui, est complètement neutre, et donc, voilà, la quantité de lumière va être la même. Ça, c'est très bien quand je veux photographier une scène avec un écart de luminosité qui est important. Par exemple, si j'ai un ciel qui est très lumineux et que j'ai un sol qui est très clair, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce type de filtre pour rééquilibrer ma scène. Et donc, ce qui est bien avec le système de porte-filtre carré, eh bien, c'est que je peux les cumuler. Je peux glisser mon filtre dégradé devant mon filtre ND dans ma glissière, puisqu'il y a plusieurs glissières. Ce que je ne peux pas faire en filtre circulaire, parce qu'il n'existe pas de filtre ND en circulaire, tout simplement parce que c'est horizontal, donc je ne peux pas. Et puis l'intérêt du filtre ND, c'est qu'en fonction de où se trouve la zone à délimiter, je peux le mettre plus ou moins bas ou plus ou moins haut. Donc le système de porte-filtre carré est beaucoup plus flexible et beaucoup plus pointu lorsqu'on va aller plus loin dans l'utilisation de ces filtres-là. Pour moi, c'est un système qui est beaucoup plus perfectionné. Alors, si vous avez envie d'investir dans des filtres, moi je pense que c'est une bonne idée si vous faites de la pose longue. Il existe énormément de marques, plein de marques. Moi, celle que je vous recommande là, le matériel que j'ai là, c'est de la marque Coquin. Alors pourquoi je vous parle de Coquin plutôt que d'une autre marque? Tout simplement parce que ce sont les inventeurs du filtre, du système de porte-filtre carré. Donc ce sont vraiment des pionniers, ceux qui ont inventé ce système-là. Donc ils le connaissent assez bien. Il y a d'autres marques qui le font depuis, mais c'est eux qui l'ont inventé. Et puis c'est une marque pour laquelle je suis ambassadeur, donc je connais très bien leurs produits et je sais que ce sont de très bons produits, de très bons filtres, de très bon niveau. Voilà, donc si vous avez envie d'investir dans ce type de filtre, moi je peux vous recommander la marque Coquin qui fonctionne très bien et ce sont les inventeurs de ce système-là. Donc voilà, les filtres, très important lorsque vous faites de la pose longue, le filtre ND notamment pour pouvoir atténuer la quantité de lumière, pensez-y. Alors, la petite complexité, c'est qu'est-ce que j'achète comme filtre? Parce que des fois, je peux avoir besoin d'atténuer 50% de la lumière, des fois 6%, des fois 1%, c'est compliqué. Eh bien, ça veut dire qu'il faut s'équiper effectivement avec plusieurs densités de filtres. Voilà, moi j'ai 4-5 filtres de densités différentes que j'utilise en fonction de ce que j'ai besoin comme atténuation de lumière. Il existe des filtres à densité variable, c'est-à-dire que dans un seul et même filtre, vous pouvez faire varier la densité, l'opacité du filtre en fonction de votre besoin. Ça peut être une option. Ce n'est pas forcément celle que je recommande. Si vous voulez, c'est un petit peu pour ceux qui connaissent la différence entre les zooms et les focales fixes. Les focales fixes sont de meilleure conception, font de meilleures images que les zooms. Par contre, elles sont moins polyvalentes parce qu'il faut plusieurs focales fixes. C'est pareil pour les filtres. Les filtres à densité variable, globalement, en généralisant, sont des filtres un peu de moins bonne qualité. Parce que voilà, ce qu'on gagne en général en photo en polyvalence, on le perd en qualité. Mais donc après, c'est à vous de voir. Soit vous prenez plusieurs filtres de densité différentes, soit vous prenez un filtre à densité variable. Je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le matériel. Ouais, juste vous dire un petit mot sur la partie post-traitement. Parce que de manière générale, le post-traitement est très important en photo, mais aussi en photographie en pose longue. Parce que la pose longue a des particularités, c'est-à-dire que quand je vais faire des poses très très longues, je peux notamment avoir ce qui se crée sur l'image, je peux avoir du bruit numérique, on appelle ça, c'est-à-dire c'est un peu des taches un peu blanches, une sorte de neige, parce que voilà, l'appareil chauffe et donc produit ce petit défaut. Alors c'est globalement très très acceptable et plus je vais avoir un appareil de qualité, moins ça va le faire, mais ça peut le faire un peu, donc ça peut facilement s'éliminer en post-traitement. Donc le post-traitement est bien pour ça, et aussi, je reviens sur mes filtres. Si vous utilisez des filtres ND, normalement, comme le dit le mot densité neutre, ça veut dire qu'ils ne doivent pas faire varier la colorimétrie de mon image. Okay, sauf que dans les faits, vu que c'est quelque chose qui est très opacifiant, on peut des fois avoir, notamment selon la qualité des filtres, plus on va monter en gamme,
Pour revenir sur Coquin, en général c'est très très bon, il y a très très peu de variations de colorimétrie. Donc voilà, selon les qualités de filtre que vous achetez, vous pouvez avoir voilà, des images qui tirent un peu sur le magenta ou sur ce type de couleur. Et donc c'est pour ça qu'un logiciel de post-traitement va permettre, c'est pas très grave, hein, c'est pas grave du tout, mais ça va permettre de rééquilibrer la colorimétrie de votre image pour vraiment être fidèle à ce que vous avez vu comme image. Donc voilà un petit peu tous les conseils que je pouvais vous donner en termes de matériel. Indispensable pour moi, vraiment, un trépied et un filtre ND. Voilà. Si vous ne voulez pas acheter une télécommande, si vous ne voulez pas acheter de gros systèmes de filtres, etc. Mais au moins ces 2 petits accessoires. Je vous ai dit un trépied, peut-être une centaine d'euros. Et un bon... Ah oui, j'ai pas parlé du mode bulbe. Tout à fait, je vais en parler. Et un filtre, donc filtre ND, ça peut commencer autour de 30-40 euros pour des filtres ND intéressants. Effectivement, j'ai pas parlé du mode bulb qui est très intéressant parce que sur la plupart de vos appareils, lorsque vous allez vous mettre en mode manuel ou en mode priorité vitesse, eh bien, la vitesse la plus lente qui vous sera proposée par l'appareil, ça va être 30 secondes. Ça veut dire que vous ne pourrez pas, si vous voulez faire un temps de pause de 40 secondes, vous ne pourrez pas sélectionner la vitesse 40 secondes, ça sera bloqué à 30 secondes. Eh bien, pour aller au-delà, parce que vous pouvez, on l'a vu, on peut faire des photos de jusqu'à 8 ans, il faut que vous activiez un mode qui s'appelle le mode de prise de vue bulbe, qui vous permet en fait d'avoir un temps de pause illimité. C'est-à-dire que le principe c'est, je déclenche, donc normalement avec ma télécommande, j'appuie une fois sur ma télécommande, mon obturateur va s'ouvrir, et tant que je ne rappuie pas sur ma télécommande, eh bien l'obturateur reste ouvert, et donc la prise de vue continue jusqu'à que je rappuie sur le déclencheur pour arrêter mon temps de pause. Donc voilà, ça peut faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, autant que vous voulez, vous êtes maître de votre temps de pause avec le mode bulbe, donc c'est très intéressant en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, bon, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Alors je pense qu'il y a pas mal de questions, je vais y revenir juste à la fin parce que je vais vous parler quand même de choses assez importantes et vous avez été quelques-uns à poser la question. Ça, forcément en 1 heure on ne peut pas aller au bout des choses de n'importe quelle thématique qu'on traite. J'essaie de vous donner pas mal de conseils concrets, etc. Mais si vous avez envie d'aller plus loin, si cette technique vous intéresse, vous avez plusieurs options. Graines de photographe propose des cours qui traitent de cette thématique-là, pas uniquement de ça, mais qui en sont très proches. C'est le cours sur la vitesse d'obturation qui permet donc de bien comprendre comment ça fonctionne et comment gérer notamment la pose longue. Le cours aussi photo de nuit qui permet, alors là vraiment pour le coup, de traiter la pose longue en long, en large et en travers, puisqu'on passe 4 heures à ne faire que de la pose longue puisqu'on est de nuit. Donc ça c'est très intéressant. Et la formation dont je voulais vous parler, je propose donc moi en partenariat avec Graines de photographe un stage photo sur le bassin d'Arcachon qui dure 3 jours, qui aura lieu au printemps prochain au début du mois de mai. Donc on a 2 sessions actuellement qui sont ouvertes, le 30 avril, 1er 2 mai et le 7, 8, 9 mai. Donc voilà, c'est 3 jours immergés au cœur du bassin d'Arcachon, qui est un terrain de jeu magnifique pour faire de la photographie donc de paysage essentiellement, mais pas que. Et aussi pour travailler la pose longue, parce que c'est une des thématiques centrales de ce workshop-là. C'est pour ça que vraiment je vous en parle ce soir. On travaille beaucoup la pose longue, donc je vais vous montrer quelques exemples d'images prises sur le bassin d'Arcachon avec notamment de la pose longue. Donc voilà, donc si vraiment cette discipline vous intéresse, eh bien ça peut être vraiment l'occasion de venir travailler ça pendant 3 jours en immersion de manière intensive et de progresser très vite. Donc voilà, des exemples sur des paysages un peu marins, mais aussi par exemple sur de la forêt. Un autre type de pose longue que je n'ai pas vraiment évoqué, voilà, de la pose longue en filet sur des paysages de forêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est vraiment un terrain de jeu qui est vraiment parfait pour travailler la photographie de paysage en pose longue. Donc ça dure 3 jours. Le tarif c'est 499 €, donc autant dire que c'est presque cadeau. Donc c'est en partenariat avec Graines de photographe. Donc vous pouvez, si les infos vous intéressent, vous pouvez me contacter directement. Donc Michael Portillo, je le rappelle avec un H à Michael. Vous pouvez aller voir aussi sur le site de Graines de photographe, il y a toutes les informations. Voilà, c'est un stage qui est vraiment sympa. En immersion pour faire de la photographie de pose longue. Je crois que j'ai tout dit, j'ai quasiment respecté le timing d'1 heure. Alors, je vais prendre le temps quand même de voir s'il y a des questions. Alors j'avais une question, avec les filtres ND carré, n'y a-t-il pas de risque de lumière parasite sur les bords ? Alors c'est vrai, ça a pendant un moment été le problème des porte-filtres. Il y avait effectivement de la lumière qui
s'infiltrer de plus en plus. Maintenant, c'est quelque chose qui a été corrigé parce que souvent, notamment sur les systèmes coquins, il y a des systèmes de mousse un peu entre chaque filtre. Donc les filtres sont vraiment bien en contact les uns avec les autres. Donc maintenant, les systèmes sont assez perfectionnés et il y a très très peu voire pas, de lumière qui passe, de lumière parasite. Donc voilà, on a des images vraiment très propres avec les systèmes de porte-filtres carrés. Alors, est-ce que je peux remonter? Il n'y a pas beaucoup de questions dans la boîte à questions, j'en ai vu pas mal sur les commentaires, donc je vais essayer de les retrouver. Un temps de pause de 1 heure, tu fais combien avec la batterie? Alors, oui, ça va dépendre des modèles. Temps de pause d'1 heure, si tu as une batterie qui est chargée à fond, voilà, s'il ne fait pas trop froid dehors, ça peut tenir. Mais effectivement, c'est tout le problème après quand on passe sur des pauses longues comme ça vraiment spécifiques. Ce sont des installations spécifiques et on n'est plus vraiment avec des appareils traditionnels. Donc c'est encore un autre système. Le mode bulbe, j'y ai répondu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les avantages et les inconvénients d'un porte-filtre, ça je crois que j'y ai répondu. Moi, il n'y a plus beaucoup d'inconvénients parce qu'effectivement, avant, les inconvénients, c'était notamment ce passage de lumière. L'inconvénient, c'est que c'est évidemment un peu plus complexe à mettre en place. Un filtre circulaire, j'ai juste à le visser et puis en avant, quoi. Le porte-filtre carré, il faut d'abord que je mette mon porte-filtre avec la bonne bague d'adaptation en fonction de mon filtre. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, et après, il faut que je fasse glisser mes filtres dedans. C'est un peu plus complexe, mais moi, je trouve que les avantages qui sont le fait qu'on puisse combiner toutes les différentes typologies de filtres, les filtres, notamment les filtres ND et les filtres dégradés, ça c'est vraiment très important quand on fait la photo de paysage. Donc pour moi les avantages sont beaucoup plus importants que les inconvénients des porte-filtres carrés. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que évidemment, quand vous prenez des filtres circulaires comme ça, et ça va être un autre avantage du porte-filtre carré, eh bien forcément ce filtre il a un diamètre. Donc, si vos objectifs, si vous avez plusieurs objectifs dans votre parc et qu'ils n'ont pas tous le même diamètre, eh bien, ça voudra dire qu'il vous faudra tous les filtres avec des diamètres différents en fonction de vos objectifs. Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser. Essayez d'acheter des objectifs qui ont tous le même diamètre pour pouvoir vous équiper ensuite avec les filtres qui vont aller sur vos appareils du même diamètre. Et l'avantage, ou autre avantage du système de porte-filtre, c'est que j'ai une seule taille de filtre et une seule taille de porte-filtre, mais par contre après j'ai un système de bague d'adaptation. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il faut que je dévisse, mais en fait ici je glisse une bague ici qui peut s'enlever et donc je peux en mettre différentes bagues d'adaptation avec différents diamètres. Évidemment ça coûte beaucoup moins cher d'avoir différentes bagues que d'avoir différentes gammes de filtres à différents diamètres. Donc voilà aussi un autre avantage du porte-filtre carré. C'est peut-être beaucoup plus évolutif et qui peut s'adapter à différents diamètres d'appareils photo, d'objectifs plus précisément. Alors, autre question de jour, comment savoir quel filtre utiliser? Y a-t-il une règle? Non, il n'y a pas vraiment de règle parce que ça va dépendre de la luminosité, ça va dépendre du temps de pause que tu veux faire. C'est-à-dire que pour une scène donnée avec une luminosité donnée, si tu veux un rendu avec un effet très lissé, eh bien, il va te falloir un temps de pause plus long. Donc il va falloir que tu utilises un filtre avec une densité encore plus forte. Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire. Et c'est ça qui est toujours compliqué en photo. Ce que je disais tout à l'heure, savoir ce qu'on veut faire va déterminer le matériel et les réglages que j'utilise derrière. Après, il y a des règles. Enfin, on va dire qu'il y a des échelles de grandeur. Si tu veux faire photographier un lever de soleil ou un coucher de soleil, et que tu veux faire des effets lissés sur l'eau, comme sur cette photo par exemple, eh bien tu ne vas pas forcément utiliser un filtre très très fort parce que tu as quand même un peu de lumière dans les levées de soleil. Donc si tu utilises un filtre trop fort, eh bien tu vas rien voir. Donc on va dire qu'en général ND16, ND32 sont des filtres qui sont bien pour faire du lever de soleil. Par contre, si je veux faire du temps de pause très long comme la photo du manège que j'ai montré au tout début, j'essaie de vous la retrouver, si je veux faire de la photo en temps de pause très long en pleine journée, là il va me falloir un filtre du type ND1000. Voilà, là par exemple pour faire ça il faut un filtre ND1000. Donc on ne peut pas dire avec précision s'il faut du ND16 ou du ND32, voilà, sur ces petites différences, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Par contre voilà, on a des échelles, des ordres de grandeur, ND16, ND32 pour du coucher de soleil, ND1000 pour de la photo en pause longue en pleine journée. Voilà, c'est ce type de filtre. Il va falloir qu'on termine avec un temps de pause super long pour
rendre la personne invisible. Oui, donc ça j'ai répondu effectivement. Si vous faites une photo vraiment avec un temps de pause très très long, que la personne ne fait que passer devant, eh bien elle sera complètement invisible. Parce qu'en fait la photo ce n'est que de la lumière, donc c'est la lumière qui se réfléchit sur l'appareil, enfin sur vous qui va sur l'appareil. Et si vous n'êtes pas assez longtemps devant l'objectif, eh bien vous n'apparaîtrez pas sur la photo. Voilà, je crois que j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en privé, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie d'essayer la pose longue si jamais vous n'aviez jamais essayé cette technique. Et si le stage vous intéresse sur le bassin d'Arcachon, n'hésitez pas à me contacter, il reste encore des places. C'est au début du mois de mai, c'est donc 3 jours en immersion sur le bassin d'Arcachon. Merci de m'avoir écouté, bonne continuation, bonne photo et bonne photo en pose longue. À bientôt!